tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Et nous allons voir comment se décline le grand débat sur le terrain. Depuis le lancement de la grande concertation nationale voulue par l'exécutif, les réunions publiques se multiplient. C'est le cas dans l'Oise où nous nous sommes rendus la semaine dernière sur cette terre d'élection du sénateur LR, Jérôme Bascher. Et vous allez le voir, la colère des Gilets jaunes n'est pas encore retombée. C'est un reportage de Jonathan Dupriez. Comme un village d'irréductibles, à l'entrée de Senlis. Ce rond-point, les Gilets jaunes de l'Oise l'occupent depuis la mi-novembre. Ici, une dizaine de chômeurs, artisans ou employés se côtoient chaque jour. La mobilisation ne faiblit pas. On est pacifiste, il y a des actions qui se font à droite à gauche, mais oui, on résiste. Vite, 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 on traverse vite. Ce jour-là, le sénateur de l'Oise, Jérôme Bascher, se rend sur place. C'est la deuxième fois qu'il rencontre ces Gilets jaunes depuis le début de la crise. C'est courageux là, parce qu'avec la neige ce matin, je suis passé, j'ai vu que vous étiez là, ce matin j'ai dit vous êtes courageux. Sur le rond-point, le pouvoir d'achat monopolise les débats. L'élu est rapidement interrogé sur le prix d'une denrée de la vie quotidienne. Vous êtes en train de dire le pot de Nutella, il prend 10%. Et combien il vaut? Le pot de Nutella, 3,50 aujourd'hui. Les discussions se poursuivent sur tous les sujets. Emmanuel Macron, les violences policières ou encore le référendum d'initiative citoyenne. Après une heure d'échange, Jérôme Bascher livre ses impressions à chaud. Ceux qui sont là sur le rond-point, c'est clairement la France qu'on n'entend pas d'habitude, celle qu'on ne voit pas d'habitude. Ni dans les bureaux de vote, ni à faire leurs courses, ni évidemment dans une réunion politique. Donc c'est des gens qui veulent être entendus. Le sénateur enchaîne sur un rendez-vous avec d'autres gilets jaunes. Il les reçoit dans sa permanence, en plein cœur de Senlis. Bonjour. Johan de Backer. Johan de Backer est acheteur dans une grande entreprise française. L'homme, sans aucun passé militant, est devenu gilet jaune au mois de décembre. Avec son association, il rencontre les parlementaires du département pour faire la promotion du RIC. Le jour de l'élection, on met un bulletin dans une urne, on vote pour quelqu'un. 18 mois après, on se rend compte que tout ce qu'il a promis n'a pas été respecté. Malheureusement, on va être obligé d'encore attendre 3 ans ou 3 ans et demi pour repasser sur une élection. Donc attendre, on en a marre. De son côté, Jérôme Bascher ne croit pas à la mesure. Il redoute surtout des dérives. Beaucoup ont cette tentation de « ah, il se passe un truc, on légifère ». La loi, ça demande un peu de temps, c'est pour ça que la Constitution a prévu qu'il y ait des navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat et que les choses aient le temps de mûrir. Il faut arrêter de faire autant de lois qu'il y a d'événements climatiques. Dernière étape de sa journée consacrée aux Gilets jaunes, Jérôme Bascher se rend à la première réunion du grand débat organisé à Senlis. Dans cette maison de loisirs, 4 ateliers au programme sur les grands thèmes proposés par le président. Ici, l'atelier fiscalité et dépenses publiques. Notre pays est en rade. On est toujours en perte de vitesse dans nos finances. Dans une autre salle, la maire de Senlis modère un débat sur l'organisation de l'État. Souvent, soit on parle des bouts de trottoir et des problèmes de la vitesse dans les rues, soit on parle d'un projet particulier, mais on ne se réunit pas pour parler de la démocratie en fait. Jérôme Bascher a lui préféré ne pas prendre la parole. Comme de nombreux sénateurs, il n'a pas apprécié la remise en question de la Chambre haute dans la lettre du président. C'est donc en simple citoyen qu'il s'est rendu au grand débat ce soir-là. Et Jérôme Bascher nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous voit à la rencontre de ces gilets jaunes, à la fois sur ce rond-point et aussi vous les recevez dans votre permanence parlementaire. Ce sont des gens qui veulent être entendus, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous aussi, vous avez été surpris par cette mobilisation et l'ampleur de la mobilisation des gilets jaunes? Oui, clairement, la mobilisation et cette France qu'on ne voyait plus, ces Français qu'on ne voyait plus. J'ai un passé d'élu local, comme souvent au Sénat, et on a l'habitude de rencontrer les uns les autres. Et là, j'étais extrêmement surpris de voir des gens que je n'avais jamais vus, ni dans les bureaux de vote, que j'ai tenus pendant des années, ni dans ma permanence, ni sur aucune manifestation politique. Et donc, on voit des gens qui se réintéressent à la politique, mais qui se réintéressent parce qu'ils sont révoltés. Et avant, ils boudaient les urnes, et maintenant, ils veulent y aller, notamment avec le RIC. Ouais. Alors, on voit aussi cette mobilisation qui ne faiblit pas, malgré les annonces présidentielles. Comment l'expliquez-vous ?
Je leur ai demandé sur le rond-point, je leur ai dit, mais c'est quoi votre point de sortie? Parce que c'est sympathique, l'hiver est arrivé, vous avez créé une nouvelle société au sein de ce rond-point, mais comment on en sort? Et j'ai entendu quelque chose qui était Macron dégage. Excusez-moi de cette expression, parce que j'ai beaucoup de respect pour le président de la République. Mais voilà leur point de sortie. Ils n'y croient plus, ils en ont eu assez du quinquennat précédent, aussi de celui-ci, où ils ont eu l'impression de ne pas être écoutés, et qu'un pouvoir trop technocratique décide pour eux. C'est assez amusant, ils en étaient à regretter, et je le dis avec beaucoup d'amusement, c'était mon parti, ils étaient à regretter Nicolas Sarkozy. C'était assez amusant, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de plus populaire, de plus compréhensible pour eux. Et pourtant, c'est un message qu'ils envoient à toute la classe politique dans son ensemble. Et il faut peut-être aussi accentuer le travail de proximité sur le terrain, c'est ce que vous faites? Oui, c'est ce qu'on fait clairement, hein. Le reportage, je crois, le montre bien, mais au-delà, il y a aussi une nouvelle façon de faire de la politique, je le crois aussi. Longtemps, on ne voyait pas les parlementaires sur le terrain autant comme autant. Peut-être que d'ailleurs, La République En Marche a déserté à un moment avec le manque d'habitude, le fait qu'ils soient déconnectés. Et on voit aujourd'hui qu'on réclame peut-être le cumul de mandats, dans certaines conditions, mais qu'on réclame le cumul de mandats. Ça permet d'avoir une réalité locale et de ne pas être... on est vite absorbé à Paris. Vous savez, le Parlement, c'est très agréable, mais on est à un moment où on cultive un peu trop l'entre-soi. Aller sur le terrain en permanence, ça permet de rester... Comment vous avez été accueilli en tant que parlementaire, qui plus est sénateur? Il y a eu des réticences au début, comment vous ont-ils accueilli? Alors, je préfère le dire tout de suite, j'y suis allé sans prévenir. Et l'accueil a été formidable. On m'a montré toutes les installations, on nous a proposé un café, etc. Non, l'accueil est bon. Si vous venez dans une position humble, d'écoute, de compréhension, tout en leur disant les solutions que vous nous proposez ne sont pas forcément faisables, en aidant à comprendre, en expliquant qu'on n'a pas toutes les solutions du monde, position un petit peu humble permet de dialoguer très simplement. Enfin, moi, je sais d'où je viens, donc je n'ai pas de problème pour avoir cette position d'humilité. Pour autant, avant les vacances de Noël, on voyait ce mouvement des Gilets jaunes qui refusait toute politisation. Depuis le début de l'année 2019, on voit qu'il y aura certainement une, voire plusieurs listes Gilets jaunes aux élections européennes. C'est une bonne chose qu'ils s'engagent, que leur mouvement prenne une dimension politique concrète? La première fois que j'ai reçu des Gilets jaunes à ma permanence, j'aurais dit, mais présentez-vous aux élections européennes si vous avez un projet politique cohérent. Et donc, qu'il y ait certaines listes de gilets jaunes se constituent, c'est très bien. C'est un retour à la politique. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de cohérence. Et qu'il y a plusieurs listes de gilets jaunes, la difficulté de créer une liste. Chacun s'aperçoit et expérimente finalement la démocratie. Et donc, c'est un petit peu difficile. On verra bien ce que cela donnera à la fin. Mais c'est dur d'avoir un corpus idéologique complet, articulé, et de pouvoir expliquer les choses clairement. Je crois que c'est là la demande. Les gens veulent de la clarté dans les paroles, dans la pensée. La Macronie, avec le « en même temps », a créé un peu de confusion et le vocabulaire parisien a créé beaucoup de désespérance. Et pour autant, est-ce que ça fait du bien, ce vent un peu de démocratie qui flotte avec l'organisation de ces débats? On les voit fleurir un peu partout et on peut dire que le succès est plutôt au rendez-vous. Alors c'est assez amusant parce qu'effectivement, le grand débat, là, je connaissais d'ailleurs plus de personnes à Senlis, dans ma ville. Mais là, on a des gens qui ne sont pas des habitués des réunions politiques, qui viennent dire qu'ils aiment la politique. C'est des gens qu'on voit voter et qui sont un peu perdus et qui chacun présente sa solution. On voit bien là aussi qu'ils n'ont pas la vision parfois du politique qui s'intéresse à tous les Français, à l'entreprise comme au particulier. L'intérêt général contre l'intérêt particulier. Et donc chacun apporte une vision particulière du monde et n'arrive pas forcément à faire cette synthèse pour tout le monde. Ce n'est pas l'intérêt particulier contre l'intérêt général, c'est sa vision, c'est son expérience. On apporte plus une expérience et le grand débat, c'est plus une catharsis aujourd'hui. Les gens ont besoin de parler. On verra ce qui ressort plus tard. J'en ai parlé au Premier ministre ce matin, que je voyais à Beauvais, dans l'Oise, et il me disait il faut qu'il sorte quelque chose de fort de ce grand débat. Sinon, la désespérance sera encore plus grande. Je le crois aussi. Alors, est-ce que le Premier ministre vous a parlé de ce référendum? Il en est question justement pour sortir par le haut de ce grand débat. C'est une hypothèse visiblement qui se précise le jour des élections européennes, Jérôme Bascher. Alors moi, je n'y crois pas beaucoup. Alors, le Premier ministre a dit qu'il ne fallait pas préjuger des annonces qui viendraient, fortes qui viendraient en leur temps. Je pense le citer à peu près. Cependant, moi, je ne crois pas au référendum.
le référendum, je ne vois pas, hein, il s'était expliqué sur votre plateau à l'instant, il faut des textes de loi prêts. Je ne vois pas comment on le fait techniquement. Et par ailleurs, si c'est ce qu'on annonce, c'est-à-dire la réforme institutionnelle que le président de la République est sans cesse obligé de repousser, une fois pour l'affaire Benalla, une fois pour les Gilets jaunes, eh bien, ça serait paradoxal que de voter un texte dans un référendum qui affaiblirait le Parlement, alors que ce jour-là, on voudrait envoyer des gens forts au Parlement européen. Il y aurait là un transfert de souveraineté qui serait explicite. Et moi, je crois à la souveraineté de la France, et je suis pour la France dans l'Union européenne, avec plutôt une commission qui doit se réformer, une commission européenne qui doit se réformer, plutôt que le Parlement français. Donc il ne faut pas occulter le débat européen avec Surtout pas. Référendum national. Surtout pas. Il y a un besoin d'Europe, mais un besoin d'Europe renouvelé. Tous les pays de l'Union européenne le réclament. Que ce soit les Italiens, j'ai bien vu qu'on faisait moins les gros yeux à M. Orban en Hongrie. On voit bien qu'il y a le sujet du Brexit. On voit que l'Allemagne est aussi en train de se chercher. Nous cherchons aujourd'hui absolument une nouvelle Europe. C'est ce que j'attends, moi, du 26 mai. Et pourtant, d'un point de vue tactique, ça pourrait justement permettre au chef de l'État de mettre l'opposition face à ces contradictions. On voit mal comment vous pouvez faire campagne contre la réduction du nombre de parlementaires, qui est une mesure plutôt populaire dans l'opinion. Oui, c'est toujours une mesure populaire que de supprimer les emplois des autres. Non, plus sérieusement, je suis contre, à titre personnel, la baisse du nombre de parlementaires. C'est la faible représentation, il y a 900 parlementaires à peu près. C'est ça pour représenter des Français qui ne cessent de croître. 67 millions de Français aujourd'hui. Est-ce qu'on le veut? Moins de représentants, ça sera encore moins de proximité. Si c'est ça que l'on veut, je crois qu'on a démontré l'inverse. Il y avait un besoin de proximité. Quand on a des élus trop loin du terrain, on en arrive aux gilets jaunes. Alors comment sortir par le haut de ce grand débat? Emmanuel Macron réfléchirait à un référendum de manière inédite sous la Ve République. Il pourrait prendre la forme d'un questionnaire, une manière d'aller vite et d'apporter une réponse forte à la crise des gilets jaunes. Mais vous allez voir, ce choix ne convainc pas forcément la majorité. Cécile Sixou. Doit-on réduire le nombre de parlementaires? Faut-il limiter le cumul des mandats dans le temps? Le 26 mai, en plus de voter pour les élections européennes, les Français pourraient être amenés à répondre à ces questions. Organiser un référendum au même moment que les européennes, l'hypothèse ne convainc pas, jusque dans les rangs du gouvernement. L'enjeu européen est suffisamment fort pour en faire un enjeu européen. Le référendum, c'est autre chose, c'est un enjeu national. Je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux, c'est mon avis personnel. Même réserve pour Yannick Jadot, proposer les deux scrutins le même jour se ferait au détriment de l'élection européenne. Voler cette élection européenne pour faire de la politique politicienne nationale, je trouve ça incroyablement dangereux. On a l'impression que finalement, Emmanuel Macron, comme trop de dirigeants européens, est en train de déserter le combat européen. L'opposition dénonce quant à elle une opération de communication de la part d'Emmanuel Macron. Tout ça, c'est totalement bidon. Il va recycler, encore une fois, sa modification constitutionnelle par l'intermédiaire de ce référendum. Donc il va demander aux Français si les Français sont d'accord avec ce qu'il avait déjà proposé. Emmanuel Macron essaye de se refaire comme un joueur au poker en posant une question à laquelle il ne sera pas possible de répondre non. Et il essaye en réalité non pas de faire un référendum mais un plébiscite. Le référendum devrait être au menu des rencontres organisées cette semaine entre Emmanuel Macron et les chefs de groupes politiques des assemblées. Près de 60 000 gilets jaunes ont manifesté samedi. On vient d'en parler, Emmanuel Macron n'exclut pas d'organiser un référendum dans la foulée du grand débat national. Cette consultation pourrait donc se tenir le jour des élections européennes du 26 mai. Mais cela soulève des questions tant politiques que juridiques. On en parle tout de suite dans notre premier débat. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sophie Taillé-Polian, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice Génération du Val-de-Marne. Vous êtes ici apparentée au groupe socialiste. Bienvenue à vous. Olivier Babot est également avec nous. Vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens. J'accueille également André Gatolin. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine. Et puis Dominique Rousseau est également avec nous. Bonjour. Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Première question pour vous, puisqu'il y a des interrogations d'un point de vue constitutionnel et juridique. Qu'est-ce qu'il est possible de faire à 4 mois des élections européennes? À 4 mois des élections européennes, il est question de faire des élections européennes et pas un référendum.
Je pense que si on veut donner aux élections européennes tout leur sens, c'est-à-dire qu'on débatte sur quelle Europe faut-il une Europe, si oui, laquelle, libérale, écologique, sociale, les Français doivent se concentrer sur la question européenne, d'autant que pour le président Macron, il semble que la question européenne soit une question centrale dans sa politique. Faire un référendum le jour des élections européennes, c'est tuer l'élection européenne, ou c'est noyer le débat européen sur des questions nationales. Alors, il y a déjà la tendance naturelle à considérer l'élection européenne comme une élection nationale, une élection intermédiaire, où on porte un jugement sur la politique nationale. Si en plus, le jour même, il y a un référendum, on noie la question européenne. Donc, ce n'est pas sur le plan de l'intérêt de l'élection européenne, ce n'est pas une bonne idée que de vouloir coupler les choses. D'un point de vue juridique, c'est quasiment infaisable, dans la mesure où le Conseil constitutionnel doit donner un avis sur les décrets organisant. Mais est-ce qu'il y a un délai légal, Dominique Rousseau? C'est aussi ma question. Il faut 2 mois. Généralement, pour les référendums qui ont été organisés, le Conseil constitutionnel a besoin de au minimum 2 mois pour donner son avis sur chacun des décrets qui organisent le référendum. Donc vous voyez bien que si le grand débat se termine le 15 mars, il n'y a pas le temps pour le Conseil constitutionnel d'examiner sérieusement où on le fait à l'arrache. Et si on le fait à l'arrache, c'est plus un référendum, c'est un plébiscite. Ouais. André Gattolin, c'est vrai que ça risquerait d'occulter le débat européen, de cumuler ces 2 scrutins le même jour. Oui, puis on a deux types de votations assez différentes. L'une qui est à la proportionnelle, donc qui est dans l'organisation des partis politiques sur la question ou sur les questions européennes. Puis de l'autre côté, on a quelque chose qui est manichéen, oui, non, ou blanc ou abstention. Moi, je suis pour qu'on tienne des référendums, mais je pense que la collusion des deux, comme ça a été dit, à mon avis est gênant. Et surtout, les gens qui prônent le référendum ne se rendent pas compte que c'est une mécanique à mettre en place. Alors après, on va tomber dans des périodes de très beaux jours. Donc on a intérêt, de toute façon, je pense que si on organise quelque chose, une consultation référendaire, il faudrait qu'il y ait au moins 3 ou 4 sujets qui soient posés. Parce que sinon, si c'est sur un sujet On va y venir sur le contenu de ce questionnaire, si vous voulez bien, André Gattolin. Olivier Babot, on voit pourtant Emmanuel Macron qui pense que ça pourrait apporter une réponse politique forte et rapide à ce grand débat qui se termine, on l'a dit, le 15 mars. En fait, c'est le problème du grand débat depuis le départ. C'est qu'on a l'impression qu'on cherche une porte de sortie. Les gens vont avoir besoin, vont demander un moment où il y aura une sorte de dépouillement et puis d'annonce. Cette annonce, c'est difficile de la faire en dehors de changements réels qui ne peuvent être apportés que par des référendums. Et donc, finalement, le calendrier, il est un petit peu imposé par le choix du grand débat, qui était peut-être une erreur depuis le départ. Parce qu'on a dit beaucoup, on a été beaucoup à le souligner, ce grand débat, son péché originel, c'est qu'il n'a pas eu lieu depuis le départ. Et qu'en fait, on est dû attendre 1 an et demi, voire 2 ans pour qu'il ait eu lieu. Et surtout qu'on ne soit plus capable aujourd'hui, dans la politique française, d'organiser des débats de cette taille au moment des élections, puisque les campagnes électorales sont théoriquement faites pour cela, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on n'a pas eu de débat sur le programme au moment de la campagne présidentielle. Et donc finalement, ça a été payé après. Ça me paraît difficile, dans un délai si court, d'arriver à organiser un débat qu'on dit grand, mais s'il se termine le 15 mars, en réalité, il n'aura pas été si grand que ça. Déboucler ça avec un référendum qui est au même moment qu'un passage dans l'urne pour les européennes, qui parle théoriquement de questions totalement différentes, de questions avec une vision européenne avec beaucoup de recul, alors que le référendum sera forcément avec une vision très nationale. J'ai l'impression qu'on a un mélange des genres, qu'on aura une confusion, une incapacité à organiser un débat assez large et forcément profond, probablement sur des sujets institutionnels que nécessiterait ce référendum s'il est bien fait. Ouais, Sophie Taillé-Polian, quel regard portez-vous sur cette option qui est visiblement prise très au sérieux par l'exécutif d'organiser ce référendum, et notamment le même jour que les élections européennes? Écoutez, moi je regrette que le président de la République visiblement fasse à la fois du show, de la communication avec le grand débat, et puis de la tactique. C'est-à-dire de se dire comment je vais m'en sortir, essayer, je dirais, de sauver sa peau plutôt que de sauver la France. Il devrait, plutôt que de faire du show et de la tactique, être dans l'écoute, et aussi dans la construction collective d'un projet pour la France qui puisse remettre tout le monde autour de la même table, remettre tout le monde pour un projet fédérateur. On peut parler d'un grand projet écologique qui puisse, je dirais, rassembler les Français et qui soit fondé sur la justice fiscale notamment. Je crois que ce serait ça la tâche du président de la République. Et donc, évidemment, un référendum qui vient comme un cheveu sur la soupe du débat européen, empêcher qu'on puisse avoir ces débats extrêmement importants sur l'avenir de l'Europe, sur des questions qui, pour rester dans le cadre constitutionnel, devront forcément être
si elles doivent être nombreuses, très limitées. Donc on ne pourra pas faire le tour de toutes les questions qui sont posées là dans le cadre du grand débat, qui sont des questions de justice fiscale, qui sont des questions d'implantation du service public. Et sur les problématiques institutionnelles, on voit aujourd'hui que ce sont toutes nos institutions qui sont à bout de souffle, y compris évidemment la fonction du président de la République. Et donc ce n'est pas par quelques questions faites rapidement sur un coin de table en quête de sauver sa peau pour le président de la République qu'on va résoudre le problème et les problèmes posés par les Français. Dominique Rousseau, d'autant que dans l'histoire de la Ve, les présidents qui ont voulu faire des référendums ont souvent vu ces référendums se transformer en véritable plébiscite contre leur action. En tous les cas, tous les référendums organisés par le général de Gaulle étaient clairement des plébiscites, puisque le général de Gaulle disait si vous répondez non, je m'en vais. Et quand en 1969, les Français ont dit non, il est parti. Les autres référendums, c'est moins clair. Pompidou ne s'était pas complètement engagé en 72. Jacques Chirac, en 2000, en 2005, n'a pas tenu compte du résultat du référendum. Donc il y a eu moins de caractère plébiscitaire des derniers référendums. Ce qui me paraît important dans la situation actuelle, c'est qu'il y ait un débat. Il a peut-être été organisé trop tard, il existe. Les citoyens parlent, ils veulent continuer à parler. Et je pense que le moment actuel est plus un moment de la délibération, du débat, de mutualiser les expériences que chacun vivait dans sa sphère privée pour les mettre sur la place publique et que de cette délibération publique sortent des propositions de changement de loi, de changement d'institution. Mais tout ça, ça ne se fait pas en quelques semaines. Un des problèmes de la gestion du président de la République, c'est qu'il a certainement été trop vite en négligeant la société civile organisée, comme on dit, c'est-à-dire les associations, les syndicats, etc. Alors même que pendant la campagne électorale, il avait promis de travailler avec eux. Et donc, il ne faut pas qu'il recommence la même erreur. C'est-à-dire vouloir plier l'affaire des Gilets jaunes en quelques semaines. Je pense que le débat doit durer et s'il doit y avoir un référendum, ce référendum ne peut arriver qu'après un long débat, c'est-à-dire fin 2019 et éventuellement 2020, mais pas là de manière à squeezer en quelque sorte le débat. Ouais. André Gattolin, on entend déjà les critiques de l'opposition. Il va faire une consultation sur des sujets qui sont très coupés des préoccupations. Il n'a encore rien annoncé. Ce que je trouve formidable, c'est que on a parlé de référendum, la porte n'a pas été fermée. Pourquoi ? Parce que c'est la seule solution institutionnelle concrète qui a été proposé par les Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Référendum pour lequel je suis favorable et qu'il faut cadrer. Moi, je serais pour un référendum avec une proposition concrète. Il ne s'agit pas de détruire la représentation nationale. Il ne s'agit pas non plus d'avoir uniquement un référendum qui soit un instrument plébiscitaire du président. Donc si on arrivait à se mettre d'accord sur cette dimension-là, qui à mon avis, un débat qui est transpolitique, qui dépasse tous les clivages. Il y a des gens qui sont pour partout. Ça aurait un vrai sens. Après, je ne pense pas que le président de la République ait pour seule réponse de poser, comme vous dites, un questionnaire aux gens. Il y a un débat qui est en cours. Il y a des mesures qui peuvent et qui doivent être prises. Il peut y avoir des changements politiques. Et à mon avis, si on a un changement de gouvernement, voire de Premier ministre, elles sont ça encore sera sur la après table, les ces européennes. options, remaniement, dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas tranché, selon vous, André Gattolin ? Ah non, je pense que rien n'est tranché. Aujourd'hui, si vous voulez, des choses seraient avancées. Là, il y a un ballon d'essai qui est lancé sur le référendum. Je trouve que autant on peut être choqué par un référendum d'initiative présidentielle parce qu'on sait que ça peut être un détournement, autant la question du référendum d'initiative citoyenne ou populaire, tel qu'il existe par exemple en Italie, est une vraie question et un vrai sujet pour notre pays. Il faut penser que puisqu'on fait des comparaisons souvent avec l'histoire, en mai 1968, le général de Gaulle avait envisagé d'utiliser le référendum pour sortir de la crise. Et c'est le Premier ministre Georges Pompidou qui l'en avait dissuadé. Et Pompidou lui avait dit non, il vaut mieux que tu prononces la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qu'il avait fait, et on connaît les résultats au mois de juin. Donc le référendum est souvent un instrument pour un président de sortir d'une crise. En 1972, lorsque le président Pompidou fait un référendum sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union, dans ce qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, c'est pour enfoncer un coin
entre le Parti socialiste et le Parti communiste qui est en train de construire l'union de la gauche et le programme commun. Donc c'est toujours une... Oui, c'est aussi un engagement avec Edward Heath, qui l'avait beaucoup aidé pour rejoindre l'Union. Il y avait aussi mais c'était un accord surtout franco-anglais. pour casser la dynamique de l'union de la gauche afin de montrer qu'entre le PC qui était contre l'Europe et le PS qui était pour, il n'y avait pas... Donc il y a de la stratégie politique. Olivier Babot, si on revient à ce débat aujourd'hui, c'est la solution pour relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? Le débat ou le référendum? Le référendum. Ah, le référendum. Tiré du débat. Alors, moi, je ne vois pas à l'heure actuelle comment on évitera qu'en effet, la malédiction du référendum se reproduise et les gens répondent à une autre question que celle qui est posée. Ça risque d'être très difficile, sauf si Emmanuel Macron parvient à être très en distance par rapport à cette espèce de campagne du référendum qui aura lieu. Et je ne vois pas très bien, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, comment cela pourrait arriver. Donc déjà, c'est un risque réel, parce que c'est quand même dommage quand on pose une question que les gens répondent à une autre. Un plébiscite, voilà, à ce moment-là, faisons réellement, pourquoi pas, redonnons la légitimité par, pourquoi pas, une dissolution. Bon. Après, la question qui va être posée, j'ai l'impression qu'effectivement, ça pourrait être un bon moment d'essayer de permettre une réforme institutionnelle, d'autant plus que finalement nous assistons à un affaiblissement très très fort et très palpable de la légitimité de nos institutions. Donc ce serait une façon, par exemple, pourquoi pas de dire ce que nous, les parlementaires auront du mal à se voter eux-mêmes, c'est-à-dire la diminution du nombre de parlementaires. Moi, je suis pour ceux qui disent qu'il faut augmenter le salaire des parlementaires. Ils ne sont pas assez payés. Il faut augmenter, et c'est grave, l'attractivité du métier politique aujourd'hui. Je suis très bien placé pour le dire parce que je ne fais pas de politique, qui est en chute libre. Plus personne de saint d'esprit, sauf évidemment d'excellents élus. Moi, j'ai déjà ma carrière professionnelle derrière moi. Non, mais sauf si vous êtes un moine soldat aujourd'hui, vous n'entrez pas en politique. Il n'y a plus d'argent ou il n'y a pas d'argent. Il n'y a absolument aucune considération à gagner. Monsieur, vous savez. Voilà, exactement. Donc vous venez pour d'autres choses, mais alors vous ne prenez que les mauvaises nouvelles. C'est extrêmement difficile, c'est très déceptif. Un métier extrêmement dur. J'ai une admiration sans borne pour ces gens-là. Il faut les aider. Il faut redonner de l'attractivité. Et il faut aussi que le Parlement reprenne un rôle compréhensible et visible. Il faut qu'il arrête d'être une machine à faire des lois bavardes et inutile, et qu'il redevienne, ce qui est d'ailleurs une de ses fonctions constitutionnelles, une machine à évaluer réellement et intelligemment, ce que fait d'ailleurs le Sénat. Votre réponse, est-ce qu'on voit la tentation pour Emmanuel Macron de faire passer certaines mesures, on en parlait, la réduction du nombre de parlementaires, la reconnaissance du vote blanc, ou encore peut-être l'introduction d'une dose proportionnelle pour les élections législatives? Ce sont des mesures plutôt consensuelles dans l'opinion publique. Il ne prend pas beaucoup de risques, le chef de l'État, en faisant ça? Non, effectivement, s'il propose des choses qui font facilement et l'unanimité ou presque, parce que voilà, ça c'est un petit côté démagogique. Bon, effectivement, il ne prend pas beaucoup de risques, si ce n'est que, comme tout le monde semble d'accord, effectivement, la question que les gens vont peut-être penser qui est vraiment posée, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre Emmanuel Macron? Et ça ferait du mal à Emmanuel Macron, mais ça ferait aussi du mal au débat démocratique. Et je pense que les gens, et notamment les gens qui ont manifesté, ils ont envie, ils en ont assez de discours politiques qui n'ont plus rien à voir avec la sincérité, où les mots ne veulent plus rien dire. Moi, ce que je voudrais dire sur la réforme des institutions, c'est qu'on ne peut pas poser les choses par le petit bout de la lorgnette et parler uniquement du vote blanc ou uniquement d'un nombre de parlementaires ou uniquement... Non, notre Constitution, c'est un équilibre assez subtil entre différents pouvoirs. Peut-être pas assez subtil, avec trop de pouvoir donné à l'exécutif et pas assez aux citoyens entre les élections et pas assez aux parlementaires. On est d'accord. Donc, et ça, on ne le fait pas sur 3 questions, oui, non, oui, non. On le fait avec un vrai travail d'élaboration collective qui puisse recréer les conditions d'un équilibre entre ces pouvoirs qui jouent contre pouvoirs. C'est aussi un moyen pour Emmanuel Macron de contourner le Sénat. On sait que justement, ces réformes institutionnelles et constitutionnelles ne font pas l'unanimité ici. Ça lui permettrait de contourner cet obstacle. Oui, mais sur des petits bouts de réformes. Et on ne répondrait pas aux vraies questions qui sont posées par les gens, notamment la question du référendum qui, si je ne m'abuse, ne peut pas être déclenché du référendum d'initiative citoyenne, ça par peut pas le président de la République seul par l'article 11. Donc c'est une révision de la Constitution. Sur des réformettes. Donc on est sur un coup tactique. Et je crois que ce que les Gilets jaunes disent aussi dans leur rejet, leur mépris de la politique, c'est qu'ils en ont marre qu'on leur dise la moitié des choses ou qu'on emploie des mots alors qu'on pense l'inverse. Ou alors qu'on les fasse bavarder sur des choses qui ne sont pas en fait les vrais enjeux. Et là, c'est vraiment ce qu'on ferait. Dominique Rousseau. Si vous voulez, le risque du référendum consensuel, pour reprendre ce que vous disiez, on l'a eu déjà en 2000, lorsqu'il y a eu le référendum sur la réforme, la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Tout le monde est d'accord. Alors, il y a eu le vote oui, mais il y a eu 69% d'abstention. Oui. Donc on ne peut pas se relégitimer avec 69% d'abstention. C'était le même cas en 72 pour le référendum sur l'Europe. Il y a un problème, je crois, qui est soulevé dans le débat, c'est ce fameux référendum à questions multiples. Sur le plan simplement technique, juridique,
c'est extraordinairement compliqué à organiser, parce que l'article 11 dit il faut un référendum par projet de loi. Donc imaginez qu'il y ait un projet de loi sur la réduction du nombre de mandats parlementaires. Deuxième projet de loi sur la limitation dans le temps des mandats. Un projet de loi sur le retour de l'impôt sur les grandes fortunes. Un projet de loi sur la réforme des retraites. Un projet de... Bref, si vous avez un référendum à questions multiples, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5 projets de loi et 5 référendums différents. Sur le plan de l'organisation, je reviens, je suis désolé d'être technique, mais sur le plan de l'organisation matérielle, c'est absolument impossible d'organiser Ah oui, c'est dans le délai. Oui, c'est pas possible parce qu'en Italie, les référendums d'initiative populaire, parfois on vote pour 10, 11 projets de loi différents. Et du coup, ça crée d'ailleurs une mobilisation. Alors, on l'a fait aussi en France. En 1969, justement, où, lors du référendum, on a posé 3 questions aux Français. Est-ce que vous voulez la suppression du Sénat, enfin, la transformation du Sénat? Est-ce que vous voulez la création de régions? Et est-ce que vous voulez que le président du Sénat ne soit plus président par intérim lorsque le président est un peu en l'air? Bon, et il y avait donc 3 questions, mais 3 questions avec une seule réponse. Là, c'est des questions différentes. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de poser aux Français des questions, il faudra que la question porte sur un projet de loi. Et le projet de loi, il va être rédigé. Et encore une fois, on ne rédige pas un projet de loi comme ça. Alors on nous dit que le ministère de l'Intérieur travaille sur ces projets, justement, que tout est déjà rédigé. À partir du moment où on commence à en parler, j'étais au ministère de l'Intérieur à la fin de la semaine passée avec les 2 ministres en charge. Il ne me semble pas que les choses étaient arrêtées. Oui, mais enfin, excusez-moi, on relaie des informations de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de dire, je pense que l'idée du référendum sur le référendum, c'est-à-dire ouvrir une voie par les citoyens, à la demande des citoyens d'intervention, serait une bonne chose. Au-delà, je crois qu'il faut aussi arrêter à chaque fois que le président de la République propose quelque chose, de dire « Ah, mais c'est un coup tactique, c'est une manipulation ». Alors tout le monde dit dissolution. Puis demain, il va dire « Je dissous l'Assemblée nationale ». On dit « Ouais, il veut se refaire, il est en train de faire un coup ». Donc juste un moment, la demande, je suis désolé, mais la demande de référendum d'initiative citoyenne, c'est la demande politique. C'est la demande. Mais non, il n'y a rien. Parce que vous appelez vous-même un ballon d'essai. Vous êtes ultra-voyante, vous savez ce qui est proposé là. Rien n'a été écrit. Je n'ai pas dit que c'est un ballon d'essai. Je dis ça fait partie des choses qui est annoncées. À mon avis, si le président de la République, suite à cette crise et après le débat national, prend des mesures, elles seront d'ordre législatif, elles seront d'ordre politique, elles seront éventuellement d'ordre référendaire. Évidemment, il y a tout un tas de sujets qu'on ne peut pas traiter par référendum. On a vu au début de ce débat les solutions pour se relancer. Il y a encore beaucoup d'options. Et pour autant, on voit mal le chef de l'État renoncer à ce référendum après en avoir parlé. En fait, on a exactement le même problème qu'en épistémologie, en réflexion sur les sciences. C'est le passage du micro au macro. Le micro, c'est la personne qui va dans sa mairie mettre sa doléance. Et il y tient. Il a une idée, il en a discuté. Et puis tout ça va être compilé, et on ne sait pas comment, parce que c'est très très compliqué, va être synthétisé, va forcément être sélectionné, va être filtré. Et à la fin, il y aura une sorte de produit fini, dont on ne sait pas si ça sera un référendum, une sorte de nouveau corpus programmatique que le président va, on pourrait dire, adopter. Et donc ça va conditionner la façon dont le peuple aura l'impression d'avoir été écouté. J'ai l'impression que c'est ça dont il a besoin aujourd'hui, c'est cette capacité à avoir été entendu, à retrouver des formes de démocratie directe. La porte de sortie, elle est dans le fait de retrouver cette forme. Ça ne peut pas être que le référendum qui n'en sera, à mon avis, pourrait dire qu'un des engrenages au mieux. Eh bien, merci à vous, Olivier Babot. Merci, Sophie Taillé-Apollon. Merci, Dominique Rousseau. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, à mon tour, je voudrais évoquer les suites de ce qu'on appelle le grand débat. Comme vient de le dire à l'instant mon collègue Roger Carucci et Madame Belloubet dans sa réponse, le grand débat se poursuit, nous dit-on, jusqu'au 15 mars. Il faudra tirer les conclusions de ce débat et, le moment venu, le chef de l'État et le chef du gouvernement devront discerner ce qui apparaît dans les conclusions de ce débat pour présenter des réponses sous une forme ou sous une autre. Effectivement, Roger Carucci vient de le rappeler, il y a le Parlement. Le Parlement, il est fait pour ça et il est disponible pour discuter
des réponses susceptibles d'être apportées à tous ceux qui débattent aujourd'hui. Le Parlement, il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Et donc, il est indispensable, effectivement, qu'on puisse présenter devant l'Assemblée nationale et le Sénat les propositions qui pourront être portées par des textes législatifs. Le chef de l'État et le chef du gouvernement peuvent aussi utiliser une autre voie. Madame le garde des Sceaux vient de le rappeler. C'est prévu par la Constitution, c'est légitime, c'est la voie du référendum. Si c'était le cas, il est clair que nous ne souhaitons pas, et je pense que nous sommes nombreux ici, à ne pas souhaiter qu'une telle consultation populaire ait lieu le jour des élections européennes. On ne peut pas mélanger les choses. À l'évidence, pour des raisons dont chacun se souvient aujourd'hui, nous n'avons pas eu le débat approprié à l'occasion des élections présidentielles. On en mesure aujourd'hui les conséquences. Il est indispensable qu'on puisse avoir un vrai débat portant sur la construction européenne. L'Europe est en crise, l'Europe est malade. Nous voyons jour après jour les soubresauts attristants du Brexit. On voit combien l'Europe, malheureusement, ne s'occupe pas de la taxation des GAFSA. On voit combien l'Europe ne s'occupe pas des problèmes migratoires. On voit combien l'Europe ne s'occupe pas des problèmes auxquels les Français attendent des réponses. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons que la France retrouve le rôle moteur qui doit être le sien en Europe et que nous puissions avoir ce débat. Évitons d'avoir, si c'est le cas, un référendum le jour des élections européennes. Merci, Monsieur le Président. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Marseille, sachant que vous alliez poser une question qui allait intervenir après celle de Monsieur le sénateur Karoutchi, je me suis dit qu'il était utile, conforme à l'usage d'abord évidemment de vous répondre, et utile de pouvoir, par cette réponse, apporter des éléments qui peut-être pourront rejoindre des éléments de questionnement formulés par Monsieur Karoutchi. Pardon ? Monsieur le Président Marseille, le grand débat a commencé. Et alors même qu'il a commencé, et que beaucoup s'interrogeaient sur les formes qu'il prendrait, nous constatons que, par le nombre de réunions organisées, par le nombre de contributions qui ont été produites directement par les Français, nous constatons, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, une très grande appétence de nos concitoyens à participer à ce débat. On peut toujours, ça et là, dire telle ou telle réunion ne ressemble pas à ce que j'aurais souhaité moi, mais il se trouve qu'elles sont nombreuses, qu'elles interviennent dans des grandes villes ou dans de toutes petites communes, qu'elles permettent à nos concitoyens de s'exprimer. Je pense que c'est un moment important, je pense que c'est un moment utile, je pense que c'est un moment passionnant, pour vous dire la vérité. Beaucoup, et notamment les responsables politiques, s'interrogent déjà, alors que l'exercice commence, sur les points de sortie, que ce soit à la fois les solutions ou les instruments qui seront mis en œuvre pour arriver aux solutions. Je comprends parfaitement cette interrogation, elle est évidemment très légitime. Je crois qu'il est objectivement trop tôt pour y répondre. Trop tôt pour y répondre sur le fond, parce que le débat n'a pas encore produit tous ses effets, et peut-être trop tôt aussi pour y répondre de façon définitive sur les instruments. Mais je voudrais dessiner, peut-être, Monsieur le Président Marseille, quelques pistes. La première chose qui me semble assez claire, c'est que je ne crois pas qu'un instrument unique soit de nature à traiter l'ensemble des questions qui auront été évoquées pendant le grand débat. Qu'est-ce que je veux dire ? Il appartiendra au Président de la République de décider si, oui ou non, il veut faire utilisation de l'article 11. Peut-être souhaitera-t-il organiser et poser aux Français la question d'une adoption directe de tel ou tel projet. C'est son droit le plus strict et je pense que chacun ici le respecte. Mais je ne crois pas, en tout état de cause, qu'un seul référendum, quand bien même il porterait sur plusieurs projets de loi, suffirait à traiter, à intégrer l'ensemble de ce qui est dit, et si j'ose dire, mesdames et messieurs les sénateurs, de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit. Car un certain nombre de choses sont parfois peu évoquées
dans ces débats. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Il faut donc s'attendre à ce que, soit par le référendum, soit par la discussion législative naturelle, soit par d'autres instruments. J'ai entendu les organisations syndicales et patronales, j'ai entendu les associations d'élus évoquer la possibilité, sur certains thèmes, probablement pas sur tous, de mettre en place des processus, des concertations, des consultations dans lesquelles des formes, sinon de consensus, au moins d'élaboration collective de solutions pourraient intervenir. N'ayons pas peur de cette profusion d'instruments. Je pense qu'elle est exactement à la hauteur des attentes des Français, compte tenu de la diversité des sujets. J'entends enfin la remarque que vous avez formulée, et qui va dans le sens de celle que Monsieur le sénateur avait évoquée, au fond, d'une forme de désaccord sur l'idée d'organiser un référendum le jour du scrutin prévu pour les européennes. Je l'entends, j'en prends acte. Un certain nombre d'arguments dans ce sens sont parfaitement légitimes, vous les avez formulés. On pourrait dire aussi qu'il y aurait quelque chose, peut-être, de lourd pour les services, pour les collectivités territoriales, à multiplier les consultations, mais j'entends parfaitement l'argument que vous avez formulé, il est parfaitement entendable. Aujourd'hui, Monsieur le Président, rien n'est décidé. Je sais que nous vivons dans un monde où, dès lors qu'on commence à réfléchir à une hypothèse, elle se transforme immanquablement en un fait, puis en une vérité, puis on peut évoquer, et je dirais même réfléchir et consulter sur cette idée. Je crois que c'est important. Et je vous rejoins parfaitement, Monsieur le Président. Le scrutin qui interviendra le 26 mai pour les européennes sera un scrutin d'une importance considérable, absolument considérable, pour la construction européenne et pour notre pays. Il faut que le débat ait lieu. Il faut que les gens disent clairement, que les responsables politiques, que nos concitoyens disent clairement ce qu'ils souhaitent s'agissant de la construction européenne, ce qu'ils veulent assumer s'agissant de la construction européenne. Nous avons tous à gagner à la clarté du débat en la matière. J'en suis intimement convaincu. Et tout ce qui permettrait, tout ce qui aurait pour effet de remettre en cause la clarté du débat serait probablement écarté. C'est d'autant plus vrai que, référendum ou pas, Monsieur le sénateur, depuis très longtemps, les élections européennes sont le moment où on parle finalement assez peu des élections européennes et beaucoup de questions politiques nationales. Nous le savons tous, nous l'avons tous vécu et nous n'avons pas envie que cela recommence. Et le Sénat a donc refusé en bloc hier la privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Droite et gauche se sont unis de manière inhabituelle pour s'opposer au gouvernement. Une séance difficile pour l'exécutif qui a subi un véritable revers sur ce point phare de la loi Pacte. Michael Spinsberg. Pour l'adoption 246 contre 78. Le Sénat a adopté. L'article 44 est supprimé. La privatisation d'Aéroports de Paris a donc été rejetée par les sénateurs à la faveur d'une alliance droite-gauche. Une alliance de circonstances qui n'a pas échappé au ministre de l'économie. La recomposition politique française nous réserve encore bien des surprises. Avec la vente d'ADP pour une durée de 70 ans, l'État espérait 8 milliards d'euros. Une somme qui aurait dû alimenter un fonds pour l'innovation à hauteur de 250 millions d'euros par an via un placement boursier. Un raisonnement économique illusoire pour les communistes. S'il n'y a aucun krach financier, aucune chute de courbe, alors si vous connaissez un produit qui va nous rapporter sur les 70 prochaines années 2,5%, je vous confie mon PEL. D'autant qu'ADP rapporte aujourd'hui près de 180 millions d'euros par an à l'État, avec des perspectives en hausse pour l'avenir. Alors pourquoi vendre, s'interroge la droite sénatoriale. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la. Pour les socialistes, c'est un État mal en point qui cherche de l'argent quitte à répéter des erreurs comme la privatisation des autoroutes. S'il n'y avait pas d'exemple dans le passé, on pourrait vous excuser et croire à l'inexpérience, mais il y a cet exemple de ces autoroutes dont beaucoup aujourd'hui contestent la pertinence de la privatisation. Pour le gouvernement, le salut passera peut-être par l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot en commission mixte paritaire, aux grandes dames du Sénat.
Voilà, et avant d'en parler avec mes invités, on va prendre la direction de la séance où Alexandre Poussard suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Alexandre, les débats continuent et cet après-midi, c'est sur la question d'Engie que les sénateurs ont eu à se prononcer. Et oui Delphine, et la majorité sénatoriale de droite et du centre a voté une dernière étape avant une éventuelle privatisation complète d'Engie, anciennement Gaz de France. Alors aujourd'hui, l'État possède un tiers du capital de l'entreprise, ce qui représente à peu près 7 milliards d'euros. Mais ce texte, la loi Pacte, supprime l'obligation pour l'État de détenir un minimum d'actions dans cette entreprise, ce qui rend possible donc une privatisation complète du groupe gazier. Alors sur cette question, il n'y a pas eu d'union sacrée entre la droite et la gauche, comme c'était le cas hier soir contre la privatisation de la société Aéroports de Paris. La gauche était seule à s'opposer à cette nouvelle étape dans le désengagement de l'État, un désengagement qui avait commencé en 2005 avec Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie, et le sénateur communiste Fabien Gay a rappelé cet épisode. À l'époque, le ministre, c'était Nicolas Sarkozy, nous disait nous allons ouvrir au privé, mais jamais, jamais l'État ne quittera l'entreprise, jamais, et nos titres sont incessibles. Arrêtez de faire peur, arrêtez de faire peur. Il n'y aura jamais de privatisation devant l'Assemblée nationale. Et voilà, Monsieur le ministre, 14 ans après, vous venez finir le travail initié par Nicolas Sarkozy. Et ce débat sur Engie a fait écho à la réforme de la SNCF au printemps 2018 et à l'ouverture à la concurrence du rail. Et dans ce débat, la ministre des Transports à l'époque, Elisabeth Borne, garantissait aussi que les titres de la SNCF, entreprise publique, resteraient incessibles pour rassurer ceux qui craignaient une future privatisation. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions. On revient maintenant à cette question des privatisations d'Aéroports de Paris. Pourquoi le Sénat a-t-il dit non? On vous explique tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Frédérique Espagnac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Olivier Henno est également avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Nord. Richard Yung est également sur ce plateau. Bonjour. Sénateur La République En Marche, vous représentez les Français établis hors de France. Et puis Arnaud Bazin est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur LR du Val d'Oise. Première question pour vous, Frédérique Espagnac, puisqu'on a vu ce large front assez inédit, droite et gauche, main dans la main, contre cette question de la privatisation d'Aéroports de Paris, mais aussi de la Française des Jeux. Est-ce qu'il y avait une réelle atteinte à la souveraineté de la France? Oui, mais je crois que si au-delà des clivages politiques, certains diront politiciens, moi je dirais politique, justement il y a une concordance et je crois qu'il y a aussi, on va dire, le vécu. On a parlé tout à l'heure des autoroutes, on peut parler des privatisations de l'aéroport, notamment de Toulouse, le vécu, ce qui est en train de se passer notamment avec les investisseurs chinois. Il faut se dire les choses aujourd'hui, les infrastructures et Aéroports de Paris est une entreprise, enfin en tout cas aujourd'hui stratégique pour l'État français. Et je rappelle aussi qu'il y a lié à cela tous les investissements d'aménagement du territoire sur la zone et il y a aussi l'avenir d'une compagnie aérienne qui nous est tous chère qui s'appelle Air France. Et donc au-delà en tout cas de la porte d'entrée de cette frontière potentiellement de la France, je crois que c'est aussi l'avenir stratégique du territoire. Comme l'a dit M. Carucci tout à l'heure, c'est une entreprise qui fonctionne bien. Et quand on voit potentiellement ce qui est en train de se passer à Toulouse, on a vidé les réserves d'investissement, on revend avec de la plus-value et en aucun cas on tire la parole donnée des investissements. Donc je crois que c'est aussi ça le risque. Et donc c'est pour ça que et la droite et la gauche s'est retrouvées, tout simplement parce qu'on a aussi le vécu. On a parlé tout à l'heure des autoroutes. Il faut regarder ce qui se passe. Et donc je crois que c'était logique, en tout cas, qu'on s'y oppose. De la même façon sur la Française des Jeux. Je regrette un peu sur Engie qu'on n'ait pas eu la même position, mais en tout cas, je pense que chacun autour de sa table posera les choses. C'est un peu surprenant pour la droite de s'opposer à une privatisation. Je crois que chacun a voté en conscience, tout simplement. Il n'y a pas de question de front uni particulièrement contre qui que ce soit. Simplement, un dossier nous est soumis. Je remarque d'ailleurs en premier qu'une affaire aussi énorme fait l'objet de 4 articles. Dans un projet de loi fourre-tout, il y en avait initialement plus de 70 et 200 à la sortie de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas sérieux. Et c'est un dossier qui mérite d'être approfondi. Ensuite, c'est un dossier qui est malvenu en ce moment parce que actuellement, dans le Val d'Oise et dans les autres départements limitrophes de Roissy, il y a un dossier pour la construction d'une quatrième aérogare avec en potentiel une croissance du trafic aérien
de 72 millions de passagers en 2017 à Roissy à 110, 120, voire 140 d'après ce qu'on nous a dit hier. C'est pas du tout anodin pour les personnes qui vivent à proximité de l'aéroport, qui sont en grande partie d'ailleurs dans le Val d'Oise pour les plus concernés. Donc au moment où on a cette concertation qui va être difficile, qui est compliquée, on va falloir arbitrer entre l'intérêt général du développement économique, mais aussi le respect des riverains. Mettre une privatisation en 4 articles dans une aussi grosse loi en même temps, c'est pas sérieux. Richard Ljungé, pourtant, l'État a besoin de cet argent pour financer notamment un fonds pour l'innovation. L'État en a besoin pour 2 choses. Le fonds dont vous avez parlé, vous avez évoqué 10 milliards, 250 par an, sur ce qu'on appelle maintenant les innovations de rupture. C'est un nouveau terme qui veut dire les technologies les plus nouvelles. Et c'est vrai que nous avons beaucoup à faire dans ce domaine-là, la voiture intelligente, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais l'État en a besoin, et Aéroports de Paris aussi en a besoin, pour développer ses investissements, pour financer ses investissements. Et l'État, qui est à 50 et quelques % à l'intérieur de 50,6, la moitié, on va dire, à l'intérieur de ADP, n'a pas les moyens de faire face aux investissements énormes qui sont demandés. Voilà, donc il faut... D'ailleurs, je constate quand même... Je constate quand même que l'ouverture du capital d'Aéroports de Paris s'est fait au moins en 4 étapes depuis le gouvernement Jospin, par tranche. Jospin, Villepin... Justement, Richard Ljungé, puisque vous en parlez, voilà. ça a été la réponse de Bruno Le Maire. Je vais vous faire réagir, Olivier Henno. Mais avant ça, écoutez, Bruno Le Maire, c'était hier soir en séance, il a réagi justement à ces précédentes privatisations, que ce soit sous le gouvernement Jospin, comme dans le programme de François Fillon. Écoutez. Entendre Madame Lienemann tout feu, tout flamme contre les privatisations, alors qu'elle a participé à un gouvernement qui était celui qui a le plus privatisé depuis 30 ans, y compris des actifs stratégiques, ça ne manque pas de sel. Il me semble que lorsque M. Jospin était Premier ministre, vous ne défendiez pas avec autant d'ardeur le refus des privatisations. Il est assez piquant aussi de voir certains sénateurs des Républicains, pas tous, certains ont des questions, d'autres sont plus péremptoires, dénoncer avec autant de vigueur les privatisations. Je rappellerai juste une citation. Il faut reprendre les privatisations et que l'État reprenne des capitaux immobilisés dans des entreprises commerciales où il a gardé des participations, qu'on récupère cet argent et qu'on investisse. C'était François Fillon, c'était en 2016 et c'était son programme pour les présidentielles. Dans le fond, le seul cohérent dans cette affaire, c'est M. Gay. Et je veux dire à M. Gay que je serais heureux, s'il me le confie, de gérer son PEL. Voilà. Au-delà il a été plus loin, il a dit qu'il allait adhérer au Parti communiste français. Au-delà du trait d'humour du ministre, Olivier Henno, on entend quand même ces arguments. Il y a eu quand même une vague de privatisation et on est dans la continuité finalement. Alors le groupe UC-UDI a voté pour, parce que pour nous c'est pas un dogme. Je le dis un peu aux collègues, j'ai remarqué que quand on était dans la majorité, on était souvent favorable aux privatisations, et quand on est dans l'opposition, on y est souvent opposé. Bon, c'est une jurisprudence constante. La question n'est pas le dogme. S'il suffisait qu'une entreprise reste publique pour que la qualité du service rendu, la qualité du service public soit excellent, ça se saurait. On est élus locaux, là, on a l'occasion de voir que parfois, il y a des DSP qui ont des services publics de qualité. Et donc, il nous a semblé que du point de vue de la régulation, du point de vue des assurances qui étaient données, du point de vue de donner à l'aéroport de Paris une dimension nouvelle, de moderniser ce qui doit être modernisé, eh bien, stratégiquement, c'était opportun. Et enfin, un point de vue plus stratégique lui-même, je pense que, à notre époque, penser que les questions de stratégie et de régulation ne se jouent que par la nationalisation ou que par des entreprises publiques me semble dépasser. La question, et d'ailleurs c'est pour ça que le débat d'Alstom est extrêmement intéressant et c'est pour ça que ça nous heurte beaucoup, c'est à ce moment-là d'imaginer une stratégie européenne et une maîtrise de cette question européenne. Autrement, il me semble que
à l'échelle nationale par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens, par rapport aux États-Unis. Nous sommes maintenant trop petits pour peser et que si on veut retrouver de la souveraineté, parce que ça c'est un débat intéressant, eh bien on la retrouve à l'échelle européenne. Frédéric Espagnac. Et je vais peut-être rebondir sur la question de la souveraineté. Aujourd'hui, les Chinois sont sur un plan d'action qui s'appelle Chine 2020, Chine 2030, où justement ils récupèrent tous leurs actifs justement sur en tout cas les filières stratégiques et notamment les déplacements, notamment les aéroports. Je pense que c'est pas hasard. Alors que nous, en ce moment, paradoxalement, l'État les vend. Moi, j'ai envie de rappeler aux uns et aux autres la question, je crois, si on s'est retrouvés tous les deux, par exemple, sur ce vote-là, c'est pas une question de dogme. Quand j'entends que l'État ne pouvait pas investir, on va être d'accord, on est quand même surpris, on ne peut pas laisser entendre ça. Quand potentiellement, aujourd'hui, tout ce qui a été dit, j'entends tout à l'heure, c'est les mêmes arguments qu'on a entendus sur les autoroutes, c'est les mêmes arguments qu'on a entendus à l'époque sur l'aéroport de Toulouse. Vraiment, sur l'investissement aujourd'hui des aéroports, juste ceci, les 50 plus importants aéroports, les 5 premiers, on va dire aujourd'hui, sont tous gérés par les États. Et justement, c'est pas un hasard. Si ces choix stratégiques ont été opérés. Ce n'est pas une privatisation sèche, a rappelé Bruno Le Maire. C'est une délégation de service public de 70 ans, et je l'ai dit à la laquelle, tribune, l'État va pouvoir reprendre possession de la totalité de ses actifs. Dans le plus grand respect des acteurs des uns et des autres, c'est le mot pour mot ce qu'Emmanuel Macron avait dit à l'époque de la privatisation de Toulouse. On en voit le résultat aujourd'hui. C'est mot pour mot ce qui avait été dit à l'époque sur les autoroutes. Donc faisons attention. La question n'est pas de faire peur aux Français ou pas. La question aujourd'hui est de se dire c'est un enjeu majeur. Le fonds d'investissement, on a vu que les dividendes auraient suffi potentiellement à le financer. Donc pourquoi se dessaisir alors qu'on sait très bien, on peut comprendre. Moi j'ai juste envie de dire ceci. Ça va aussi servir à désendetter l'État, certainement. On a bien compris que les annonces qui ont été faites pour le pouvoir d'achat des Français demandent à être financées. 11 milliards, il mais faut les pour financer. autant, c'est du court-termisme, alors que c'est potentiellement des ressources pour les Français sur le moyen et sur le long terme. Donc l'État doit être stratège de ce point de vue-là en termes d'investissement également. Bazin, oui. Moi, je voulais simplement dire que j'aborde tous ces dossiers-là avec un pragmatisme total, comme je l'ai fait en étant élu local, où j'ai repris en régie des services qui étaient délégués. J'ai parfois fait le contraire, j'ai privatisé. Chaque dossier se regarde, en effet, à l'aune de l'intérêt de la collectivité qu'on gère. Là-dessus, il n'y a pas de débat, donc il n'y a pas de dogme. Ensuite, ce que je voulais aussi préciser, c'est que lors de son audition devant la commission spéciale, Augustin de Romanet, président d'Aéroports de Paris, nous a dit, et je répète pratiquement mot pour mot ce qu'il a dit, que la société Aéroports de Paris dégageait tout le cash flow nécessaire à son développement et qu'il n'était en rien nécessaire d'avoir recours à la privatisation pour financer son avenir. Donc déjà, ce sujet-là est complètement évacué. Et puis une dernière chose, très rapidement, sur le fameux fonds des 10 milliards qui doivent produire 250 millions. Il ne faut pas perdre de vue que, d'une part, en effet, les dividendes permettent déjà d'arriver à ça en gardant l'actif, et que, d'autre part, les 10 milliards, au terme d'un certain nombre d'années, ne vaudront plus grand-chose du fait de l'inflation. Donc, tout simplement, c'est une mauvaise affaire financière avant toute chose. À quoi va servir cette opération, Richard Yung? On a du mal à y voir clair, finalement. Les 10 milliards, ils seront, j'espère, gérés de façon sage et efficace par le Trésor. C'est ce qu'a dit le ministre. Et il est possible de trouver 2,5-3% sur le marché, surtout quand on est le Trésor. Évidemment, nous abordons tous ces questions-là de façon assez empirique. On voit bien d'ailleurs, certains sont tout à fait hostiles à la privatisation de ADP. Hostile à la Française des Jeux, j'ai un peu plus de mal à comprendre parce que l'aspect stratégique de la Française des Jeux, à partir du moment où elle continue à être la machine à ramasser la fiscalité, ce qu'elle est, et qu'elle est ouverte aux 20 000 buralistes, me paraît pas un problème majeur. Et par contre, sur Engie, au contraire... sauf pour le groupe communiste d'ailleurs. Les socialistes, excuse-moi, nous on a voté aussi contre la privatisation. Voilà, on est cohérents. Donc vous êtes contre tout, mais non, on est juste cohérents. Heureusement, le Sénat comporte un certain nombre de groupes qui sont un peu plus empiriques, comme vous l'avez dit. Pragmatiques. Olivier, voilà. Oui. Nous y croyons, au fonds d'innovation. La réalité, chers collègues, c'est que tout de même, on a un État extrêmement endetté. On a un État qui a mal maîtrisé sa dépense publique, c'est une réalité.
En revanche, c'est pas parce qu'on dit privatisation qu'on accepte l'idée de ne pas être dans une logique de stratégie. Moi, par exemple, je serais assez favorable à faire ce qui se passe en Asie à l'échelle européenne, interdire des capitaux européens à plus des capitaux non européens à plus de 50% dans des entreprises stratégiques. D'ailleurs, on a déposé un amendement dans ce sens, hein, qui va être discuté, qui vient là, parce que ça me semble opportun. Mais enfin, tout de même, franchement, je redis ce que je dis, y compris au groupe socialiste. Quand vous avez été au gouvernement, et je le dis sans polémique, vous n'étiez pas aussi regardant. Oui, peut-être vous, mais enfin, si vous regardez, si ce n'est pas vous, c'est donc vous. On est d'accord, mais en ce qui me concerne, en tout cas, mes votes ont été cohérents. Mais enfin, tout de même, franchement, quand vous étiez au gouvernement, vous avez été extrêmement favorable aux privatisations. Donc, la question n'est pas le dogme lui-même. La question, c'est la question de la régulation. La question, c'est du respect des engagements. Et la question, c'est les capitaux qui vont être en charge et la gouvernance de cet aéroport de Paris. Et puis, Bruno Le Maire l'a rappelé, hein, c'est vrai que l'État n'a pas 100% d'actifs, hein, il a 50,6%, donc il y a 49,4% qui sont aux actionnaires. L'État ne fait déjà plus la pluie et le beau temps. Frédéric Espagnac. Non, mais en fait, en tout cas, l'État a un droit de regard certain, avec plus de 50%. À ce jour, il le perd. J'ai envie de revenir quand même sur les questions dogmatiques. Je vous rappelle quand même qu'au-delà d'Engie, c'est la libéralisation des prix du gaz. C'est dans la période actuelle où on parle du pouvoir d'achat des Français et du quotidien, quand on va libéraliser le prix du gaz avec les conséquences que ça va avoir dans le quotidien pour l'électricité et autres, ça va avoir des conséquences. Tout à l'heure, j'entendais aussi sur... Ah non, mais c'est pas parce qu'on libéralise et qu'on privatise qu'on libéralise le prix. Hein. Les deux choses sont de nature différente. Pas si différentes que ça, on peut très bien, quand je parlais de régulation, c'est ça que je voulais dire. Écoutez, la moindre des choses... Allez-y, Frédéric Espagnac, vous avez la parole. La deuxième chose, et vous l'avez tous constaté, c'est qu'aujourd'hui, le désengagement d'Engie, en tout cas, avec sur les territoires, potentiellement, un certain nombre de licenciements avec des activités qui se font, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée, avec des opérateurs. Il y a plus de 3000 aujourd'hui emplois qui ont été sacrifiés et on va continuer. Donc faisons attention à ce qu'on fait parce que tout ça a des conséquences sur nos territoires et faisons pas semblant que ça n'en a pas. La troisième chose, c'est sur la Française des Jeux. Aménagement du territoire. Aujourd'hui, tous les petits commerces aujourd'hui que nous arrivons à préserver y contribuent. Le sport, le financement de tous les investissements sportifs, alors qu'aujourd'hui les crédits financiers dans les communes, dans les collectivités baissent pour le sport, c'est aussi grâce à la Française des Jeux. Donc il faut aussi dire ça. Il faut être honnête avec ça. Et là, je vous entends pas le dire aujourd'hui. Donc la question n'est pas un dogme. La question, c'est l'engagement et les conséquences des choix que nous faisons sur chacun de nos territoires. Et nous sommes les uns et les autres défenseurs de nos territoires. Oui. Arnaud Bazin, vous souhaitez réagir, je vous donnerai la parole. Petite chose très rapidement sur la question de l'endettement, puisque une des raisons de la vente d'ADP, c'est de participer à hauteur de 10 milliards au désendettement. J'ai dit à monsieur le ministre de l'économie et des finances hier soir que quand on présente un budget en déséquilibre de 100 milliards d'euros, que le président de la République en rajoute 10 à 12 en 13 minutes un soir de décembre, on peut honnêtement pas parler de désendettement alors qu'on en a mis 110 d'un côté, qu'on prétend en retirer 10 de l'autre. C'est juste pas sérieux. Et puis sur la Française des Jeux, parce que c'est quand même un sujet important, il y a une vraie inquiétude, et c'est pour ça que la Commission a pris cette décision de s'opposer à cette privatisation, autour des questions d'addiction aux jeux, en ouvrant une porte à la diffusion de jeux de hasard, peut-être au plus proche des habitants des quartiers, où on sait bien que cette tentation est permanente et qu'elle induit des difficultés de fonctionnement dans les familles, des drames humains parfois. Donc que l'État, en plus de sa régulation, garde vraiment la main sur cette question où le commerce ne doit pas intervenir plus qu'il ne le fait déjà, franchement, je pense que ce n'est pas une question de gauche, de droite, c'est juste une question de protection des populations. Elle a été prise en compte, Richard Yung, cette dimension humaine, d'addiction potentielle aux jeux. La remarque est un peu paradoxale parce qu'aujourd'hui, ce que vous décrivez se fait justement avec un actionnariat majoritaire de l'État. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire pire. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça soit pire. Il y a des risques. Je mets mon espoir. L'État a pris des décisions quand il a fallu retirer un certain nombre de jours. Dans l'ouverture du capital aux buralistes. Il y a plus de 20 000 buralistes. Nous nous étions battus pour eux sur les problèmes du tabac et du paquet dit neutre, vous vous rappelez peut-être à cette époque-là. Et on avait réussi en partie à les préserver. Et il faut aussi les préserver sur les jeux. Et je pense que le fait qu'ils deviennent eux-mêmes actionnaires, non pas salariés, mais travailleurs de l'entreprise,
Je pense que ça, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut défendre ce projet-là. Olivier, et le risque d'avoir des machines à sous dans les distributions de tabac, ça vous paraît pas dangereux ? De toute façon, c'est pas le fait que moi, je n'aime pas les idées fausses. Mais Olivier, très franchement, penser qu'il n'y a pas d'addiction au jeu, tant que les entreprises restent des entreprises publiques, il suffit d'aller dans les hôpitaux psychiatriques voir les addictions. Bah oui, mais sauf que c'est la réalité. Bah non, c'est pas ce qui a été dit. L'État lui-même que vous n'interrompiez pas. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez fait, vous, ce n'est pas la même chose. Donc vous êtes en train de le faire aussi. Olivier Hainaut, et je vous donne la donc parole je disais pour lui simplement répondre. que si vous allez dans des PMU le dimanche, ou même le samedi, ou même dans les courses par course tous les jours, excusez-moi, les addictions au jeu, vous les voyez. Ouais. Donc la question Mais il y a de la l'addiction régulation au jeu jusqu'à présent. est une question tout autre, elle est grave. Mais enfin, franchement, s'il fallait simplement que les entreprises restent publiques pour qu'il n'y ait pas d'addiction au jeu, ça se saurait, bon sang de bois. Ouais. Frédéric Espagnac, cette question de la régulation elle est importante puisqu'on a souvent cité en exemple dans les antécédents la privatisation des autoroutes. Là, le ministre dit qu'il y aura une révision tous les 5 ans des redevances aéroportuaires. Le contrôle de l'État sera donc beaucoup plus sûr. Vous ne lui faites pas confiance ? C'est pas que je ne lui fais pas confiance, c'est que malheureusement, à l'épreuve des faits, écoutez, à l'épreuve des faits, on est malheureusement obligé de se rendre compte voilà, sur les autoroutes, on a vu ce qui s'est passé. Encore, je parlais tout à l'heure sur la régulation qui devait s'opérer sur, en tout cas, les aéroports, les privatisations d'aéroports. Voilà, Toulouse en est un exemple flagrant et gravissime d'ailleurs, parce que franchement, quand on voit le manque à gagner pour l'État sur un aéroport comme celui-là, ça veut tout dire. Donc, moi, je pense réellement, au-delà de, je vous rappelle quand même sur la régulation, j'ai envie de dire que l'État a pris des décisions et a sorti un certain nombre de jeux quand on a vu des addictions se développer plus qu'il était normal. C'est un cas particulier, Toulouse, parce qu'il y a d'autres aéroports en France où ça s'est plutôt bien passé, comme par exemple à Nice. Regardez le rapport de la Cour des comptes, il n'est pas si positif que ça, contrairement à ce qui est dit. D'ailleurs, contrairement à ce qu'a dit Monsieur le maire. Donc, si on regarde de près, je crois qu'on a des leçons à en tirer sur chacun d'entre eux. Richard Young. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nice, d'après ce que j'ai vu, lu, entendu du regarde le rapport de la Cour des comptes, tu verras qu'il n'est pas tout à fait sur cette conclusion-là. Sont plutôt satisfaits de cette privatisation. Mais je revenais à la Française des Jeux. C'est vrai que la régulation est compliquée parce qu'il y a plusieurs types de jeux. Il y a les chevaux, il y a le papier, il y a le loto, enfin bon, toutes ces choses-là. Et ce sont des métiers différents. Et je dois dire, probablement, nous n'avons pas été assez clairs sur le type d'autorité de régulation que nous avions en tête de mettre en place pour réguler ces différents. Et il y a évidemment une certaine inquiétude autour de la filière équine qui dépend beaucoup des paris. Oui, Olivier Hainaut. Oui, alors, chers collègues, Toulouse, c'est fait, c'était un gouvernement socialiste, la privatisation. Non, ce n'était pas un gouvernement. Rappelez-vous. Valls n'était pas socialiste. Emmanuel Macron n'était pas socialiste à l'époque. Je suis d'accord, on est d'accord. Le Premier ministre et le Président de la République étaient socialistes, me semble-t-il. Donc ça, c'est fait. Moi, je crois vraiment que la question essentielle, d'ailleurs, même quand des entreprises restent publiques, dans tous les domaines, c'est la question de la régulation et c'est la question de l'avenir. La question d'être en capacité de prévoir l'avenir, d'investir pour l'avenir. Voilà, c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Oui. Arnaud Bazin, est-ce que le gouvernement va entendre la voix du Sénat, On parlait de cette alliance inédite. Le texte tel qu'il est repassera à l'Assemblée nationale. Vous espérez un changement de la part du gouvernement ? Juste un mot sur la régulation très très rapidement. Il vaut mieux une régulation forte qu'une régulation faible. On est bien d'accord. Cependant, quand il y a un contrat de délégation de service public, on observe, c'est juste un constat, que le délégataire est en position de faiblesse le délégant est en position de faiblesse par rapport à son délégataire. C'est constant parce que c'est lui qui porte après le service, l'image auprès des populations, etc. Bon, en ce qui concerne l'avenir de notre vote. Écoutez, moi je suis sans grande illusion parce que jusque-là, le gouvernement nous a traités avec le plus grand mépris. Il a les moyens de faire timbrer son papier à l'Assemblée nationale. Je crains fort qu'il le fasse. J'espère qu'il gardera au moins quelques éléments d'amélioration de la régulation que nous avons introduits parce que ce soit un ADP privé ou public, la régulation est de première importance. On fait quelques progrès en la matière. J'espère qu'au moins il prendra ça. Pour le reste, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Frédéric Espagnac. Je pense que peut-être qu'il y a des régulations sur lesquelles on pourrait peut-être se mettre d'accord les uns et les autres. Ce qui nous a manqué aussi, il faut se le dire, avec tous ces dossiers, tels que cela a été dit notamment sur l'ADP, mais pas que, c'est que tous les cahiers des charges, toutes les conditions potentiellement que nous aurions dû étudier sur la cession potentiellement, les cessions de ces actifs,
on ne l'a pas eu. Ou à la dernière minute, avec que les rapporteurs qui ont pu voir, par exemple, sur ADP, le cahier des charges. Donc ça, c'est pas tenable sur des enjeux financiers tels, sur un engagement de l'État, et même sur la question libérale, sur les conséquences financières. Il n'est pas possible que le Parlement donne un avis, et c'est même une question qu'il faut qu'on se pose, sans avoir eu au préalable le cahier des charges qui permettait aux uns et aux autres clairement de voir si les sécurités étaient là ou pas. C'est ce qui nous a manqué, il faut se le dire. Il y a eu des problèmes d'études d'impact, Olivier Henno, dans la préparation de ce texte. Il y a quand même une commission spéciale ici au Sénat. Oui. Et alors je pense que sur la méthode, on peut toujours faire mieux. C'est vrai que ce texte, les bonnes intentions de ce texte sont réelles. Il s'agit d'augmenter la croissance, de simplifier. Et au fond, on est tous d'accord depuis longtemps sur ces questions. Après, c'est vrai que le texte lui-même multiplie les articles et que ça complexifie la possibilité d'approfondir le débat. Sur la méthode, on pourrait faire mieux, je le reconnais. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut signifier ça au gouvernement. Oui. Richard Yung, il y a eu un problème de méthode. Je rappelle que l'élaboration du texte a commencé au mois de novembre, même octobre, si ma mémoire est bonne, avec des consultations tout azimut de tous les corps constitués, de tous les syndicats, etc., qui a eu ensuite, fin janvier, une plateforme ouverte à Bercy où chacun pouvait déposer ses observations. Et il y a eu, je crois, 60 000 observations déposées. On en vient à présent aux travaux de la mission commune d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs du Sénat. Temps fort ce matin, les auditions Jean-Marc Sauvé, le président de la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église. Il est venu s'exprimer devant les sénateurs. Pour lui, cette commission sera opérationnelle très prochainement et ses conclusions sont très attendues après la révélation de nombreux scandales. Cécile Sixou. Il nous a donné en avant-première la liste qui va être diffusée à midi, donc ça doit y être là. La sénatrice Françoise Laborde se réjouit. Jean-Marc Sauvé n'est pas venu les mains vides. Le président de la commission chargée d'enquêter sur les abus sexuels dans l'Église a donné la primeur aux sénateurs. Sa commission sera composée de 22 membres, des sociologues, des médecins, des historiens ou encore des juges et sera opérationnelle dans 3 mois. Elle axera sa mission sur l'écoute des victimes. Le mal qui a été fait aux victimes est l'un des plus graves qui soit. Il laisse des traces profondes et dans la durée. Et c'est cela que nous devons d'abord nous attacher à mesurer. La commission Sauvé entendra justement l'association des victimes La Parole Libérée, à l'origine du procès Barbarin, et également auditionnée au Sénat. Bonjour. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, cette fois-ci la commission aura l'occasion de vous entendre. L'association déplore que les victimes ne soient pas représentées dans cette commission. C'est quand même très surprenant qu'il n'y ait pas de victimes au sein de cette commission. Je veux dire, si on en est là aujourd'hui, si on se voit aujourd'hui, c'est grâce à qui, en fait? Qui a permis de briser l'omerta? Leur présence est, à mon sens, indispensable pour que cette commission soit crédible aux yeux de ces victimes qui vont témoigner. Donc, comment se fait-il que nous, on a reçu plus de témoignages que l'Église elle-même? Voilà, c'est qu'il y a bien un problème de confiance. Redonner confiance en l'institution, c'est la lourde tâche de la commission Sauvé qui rendra ses conclusions dans 2 ans. On continue sur ce point avec Catherine Bonnet, pédopsychiatre, qui est notre invitée dans le Face-à-Face tout de suite. Bonsoir Catherine Bonnet, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Vous avez été membre de la commission Vatican chargée de lutter contre la pédophilie dans l'Église. Vous avez d'ailleurs démissionné de cette mission. On voit Jean-Marc Sauvé, lui, qui installe une mission quasi identique en France. Qu'en attendez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il va rencontrer finalement les mêmes difficultés que vous dans la mission Vatican? Écoutez, j'en sais rien puisque je n'ai pas connaissance de sa composition. Je ne sais pas comment il va travailler. Mais ce qui me semble essentiel, en tout cas, ça a été les 2 raisons pour lesquelles j'ai démissionné. La première, c'est que je pense qu'on ne peut pas tirer des leçons pour les enfants d'aujourd'hui si on n'écoute pas les leçons des victimes, des enfants d'hier. Il faut absolument écouter les témoignages des victimes. D'ailleurs, un certain nombre ont contribué en écrivant en particulier La Parole Libérée, ont écrit un document que j'ai soutenu et qui est tout à fait pertinent.
Et puis, de par le monde, il y a des tas de victimes qui se sont donc associées. Il y a l'association Ending Clergy Abuse, une association internationale de tous les pays dont fait partie le président de la Parole libérée, qui en a été le fondateur. Donc, ça leur permet de comparer, si vous voulez, d'un pays à l'autre, où sont les défaillances. On entendait justement la Parole libérée qui a été auditionnée ce matin au Sénat. Visiblement, ils ne sont pas présents dans cette commission d'enquête Sauvé. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est très difficile comme ça de juger, mais il me semble... Enfin, écoutez, moi, c'est essentiel. C'est bien simple, moi j'ai appris mon travail avec les victimes. Dans les années 80, en médecine, on n'était pas formés. Ce sont des collègues qui m'ont envoyé des personnes qui étaient en échec de la psychanalyse, elles ne voulaient plus y retourner, elles trouvaient que les symptômes qu'elles avaient ne se modifiaient pas, donc on m'a demandé de les recevoir, j'ai accepté. J'étais une psychanalyste en herbe, j'allongeais des personnes, j'étais en supervision. Et à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que sinon, je ne vais pas comprendre, c'est essentiel. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu des dévoilements de violences dans l'enfance, de violences sexuelles, qu'elles soient dans la famille ou qu'elles soient hors de la famille, et des professionnels qui ne répondaient pas ou minimisaient, ou nier les problèmes, évidemment, ça maintient les symptômes. Est-ce que ça veut dire, pardon, Catherine Bonnet, que cette parole-là, cette parole des victimes, l'Église catholique n'est pas encore prête à l'entendre ? Écoutez, il y en a qui entendent, mais il faut absolument que les commissions reçoivent les victimes qui le demandent, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient en association. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi a-t-on peur des victimes ? On devrait beaucoup plus avoir peur des délinquants sexuels. Ça c'est que ce soit dans l'Église, que ce soit dans l'Église ou que ce soit ailleurs. C'est vraiment l'inverse. Et je trouve que ces victimes ont un courage énorme. Quand elles sont enfants, elles osent dévoiler, malgré des menaces, malgré du chantage, malgré des manipulations. Et quand ils sont adultes, également, ont un courage fou, et surtout quand il s'agit de puissants. On voit quand même cette commission Sauvé qui a été votée par la conférence des évêques. Vous, quand vous étiez membre de cette commission Vaticane, il y a quand même une volonté de la part de l'épiscopat de prendre en charge ces victimes, d'évoluer, de prendre finalement ce problème de la pédophilie, des abus sexuels sur mineurs enfin en compte. Écoutez, ce qui est très important, c'est de faire appel et de leur demander ce qu'ils souhaitent, au lieu de leur dire « faites ceci ou faites cela ». Que souhaitent-ils ? Ils souhaitent être entendus, écoute, que tout le monde les écoute. Voilà. Et d'autre part, la deuxième raison pour laquelle j'ai démissionné de la commission Vaticane, c'est parce qu'il me semblait essentiel, d'une part, que le pape insère une exception dans le droit canon, en particulier qu'il lève le secret pontifical en cas de violence sexuelle à l'encontre de l'enfant. Alors ça, les autres membres de la commission étaient d'accord, mais je voulais aller plus loin. Et je souhaitais qu'il y ait une obligation de signalement pour tous les supérieurs religieux et les évêques, afin qu'ils ne soient pas dans une situation d'hésitation. Et cette hésitation, si vous voulez, elle est générale en France, par exemple, pour les médecins, parce qu'il y a des dilemmes. Alors en médecine, c'est vraiment particulier parce qu'un certain nombre de médecins depuis 20 ans sont l'objet de poursuites, de sanctions disciplinaires. Mais il y a des articles du droit canon qui sont interprétés comme un risque de violer le droit canon, alors que les choses soient claires, qu'on se mette du côté des victimes, qu'on respecte l'article 3 de la Convention. C'est tout l'enjeu, Catherine Bonnet, aussi du procès Barbarin. On sait qu'on attend le jugement le 7 mars prochain. Cette non-dénonciation, ce refus de signalement, c'est au cœur aussi de cette question de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Si vous voulez, en France, on parle de dénonciation. Vous venez de dire. Mais dénonciation, c'est un mot qui fait peur en France. Ça rappelle la guerre de 39-40, l'occupation, les dénonciations nazies. Il faut parler de signalement. Il faut parler de signalement. C'est une alerte. Il s'agit de protéger des enfants qui ont dévoilé à des médecins ou à d'autres personnes. Et qu'est-ce qu'ils demandent, les enfants ? Que ça s'arrête. Ils demandent que ça. Alors, il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit de protéger. Ils ne veulent que les violences ne recommencent plus. Alors, soyons simples. Et forcément,
on ne peut signaler que des suspicions. C'est ça qui n'est pas compris. On n'est pas présent. C'est rare que des personnes soient présentes au moment des faits. Alors, donc, quand on a connaissance ou quand on suspecte, parce qu'on est médecin, on a des éléments cliniques, des symptômes, et l'enfant nous dévoile, il dévoile progressivement. Donc à ce moment-là, il faut absolument faire un signalement. Mais étant donné qu'il y a tellement de difficultés, eh ben, il faut introduire dans le Code pénal français une obligation de signaler, non seulement pour les médecins, mais aussi pour tout le clergé. Ça me semblerait plus simple. Avec cette tentation pour le clergé de toujours régler ces situations en interne, Catherine Bonnet? Écoutez, je crois que quand on est citoyen d'un pays, il faut respecter les lois du pays. D'ailleurs, en avril 2010, la congrégation de la doctrine pour la foi avait demandé à ce que tout le clergé suive les lois civiles. Mais le problème, c'est qu'il y avait très très peu de pays en 2010 qui avaient une obligation de signaler dans leurs lois. Alors, il dit ça, donc en France, eh ben, à ce moment-là, pour aider le clergé, il faut que le législateur instaure aussi une obligation de signaler pour tous les membres du clergé dans la loi française. Ça, vous l'avez dit au sénateur de la mission d'information. Merci. Voilà, je vous en prie. Merci Catherine Bonnet, merci d'avoir accepté notre invitation. On en vient à présent à cette affaire Benalla. Vous le savez, elle n'en finit pas après la révélation d'enregistrements compromettants par Mediapart la semaine dernière. On a appris que la chef de la sécurité de Matignon avait été entendue par le parquet. Alors voyez comment les sénateurs de la commission d'enquête ont accueilli ces derniers rebondissements avec Quentin Calmy. Après l'Elysée, c'est désormais Matignon qui est secoué par l'affaire Benalla. La semaine dernière, Mediapart révélait des écoutes entre Vincent Crase et l'ancien chargé de mission. Des écoutes qui ont attisé la curiosité, car une hypothèse circule, ces enregistrements auraient eu lieu au domicile de la chef du groupe de sécurité du Premier ministre. La chef de la sécurité de Matignon est apparemment impliquée, a été entendue, et on s'aperçoit qu'à la suite de ces révélations que M. Benalla et M. Crase ont violé l'interdiction de se rencontrer et sont entrés en relation. Une rencontre chez Marie-Élodie Poitou, chef du GSPM donc, et qui a reconnu devant les juges mardi avoir reçu Alexandre Benalla chez elle. Mais c'est le profil de son compagnon qui interroge. Chokri Vakrim est un proche de l'ancien chargé de mission à l'Elysée qui a travaillé sur le sulfureux contrat avec un oligarque russe au centre de l'affaire depuis cet hiver. Et là, il faut quand même que nos concitoyennes et concitoyens comprennent, parce que l'affaire Benalla maintenant, c'est une affaire d'État et c'est une affaire qui concerne cette opacité du gouvernement, ces copinages, ces dérives. Mais quel rôle le Sénat peut-il jouer après ces nouvelles révélations? La commission d'enquête doit rendre son rapport dans les prochaines semaines. Il faut se rappeler tout de même que nous n'avons plus de pouvoir. Nos pouvoirs de mission d'information avec les pouvoirs d'une commission d'enquête n'existent plus depuis le 23 janvier, date à laquelle nous avions fini notre mission qui ne pouvait durer que 6 mois. Donc ça ne changera pas grand-chose dans le sens où nous n'allons pas faire de nouvelles auditions. Nous ne pouvons pas sous ce régime-là en tout cas. Ça maintient une certaine inquiétude qui existait déjà sur les possibilités de collaboration que pouvait avoir quelqu'un qui est au plus près de l'Elysée avec des pays étrangers. Une affaire qui n'en finit plus de secouer le quinquennat depuis le mois de juillet. Avec ces enregistrements révélés par Mediapart, le feuilleton prend désormais les allures d'un roman d'espionnage. Et autre réaction, celle du sénateur du Rhône, sénateur LR François-Noël Buffet. À votre micro, Tantra Nuit. François-Noël Buffet, comment réagissez-vous aux nouveaux rebondissements dans l'affaire Benalla qui mettent cette fois-ci en cause Matignon? Est-ce que pour vous, cela commence à ressembler à une affaire d'État? En tous les cas, on peut s'interroger. La question est parfaitement légitime. Désormais, Matignon est supposé avoir adressé un courrier au procureur de la République, ensuite des déclarations qui ont été connues la semaine dernière pour aller organiser cette perquisition un peu étonnante, en tous les cas dans la forme, moins sur le fond. Il pose aussi un vrai problème en termes d'indépendance du procureur de la République. Il y a un sujet sur l'indépendance du procureur de la République, mais sur le rôle de Matignon, c'est-à-dire des services du Premier ministre. Il y a une interrogation sur la jeune femme qui est en charge de la sécurité et son rôle exact dans la situation. Donc on a une étape supplémentaire
qui vient jeter un peu plus de trouble à la situation que nous connaissions jusqu'à maintenant et sur lequel la Commission travaille, les rapporteurs travaillent. Donc je pense qu'on n'est pas au bout totalement du scénario, mais il faut prendre garde à ce que ça ne soit pas non plus le début, effectivement, de ce qui pourrait être une affaire d'État et devenir très très ennuyeuse. Et justement, eh bien, dans ce contexte, que peut faire la commission d'enquête sénatoriale? Peut-elle se pencher sur ce nouveau volet alors qu'elle n'a plus ses pouvoirs d'enquête depuis le 23 janvier? Vous savez que le Sénat a redit que la commission respecterait les règles absolues qui s'imposent à elle. Elle n'a plus de pouvoir d'audition depuis maintenant plus de 15 jours. Elle est dans la rédaction de son rapport. Elle peut éventuellement se nourrir des informations qu'elle obtient ou que nous entendons, mais formellement, nous n'avons pas de moyens d'action supplémentaires. Oui, formellement, il n'y a pas de possibilité ni de prolonger les pouvoirs d'enquête. On peut tout de même continuer des auditions, mais sous le statut d'une mission d'information, sans serment, pas avec les mêmes contraintes. Auquel cas, il faudrait créer cette fois-ci une mission d'information qui pourrait éventuellement prendre le relais. Je ne sais même pas d'ailleurs sur le plan de règlement intérieur du Sénat si cela est possible. Ce qu'il y a de certain, c'est que maintenant, compte tenu des circonstances, il faut que peut-être le milieu judiciaire se mette au travail et qu'on ait une instruction qui soit menée fortement pour qu'on sache vraiment où on en est. Vraiment, il faut sortir de ces épisodes-là. Ça devient... un ancien président aurait dit abracadabrantesque, mais je crois que c'est ça. Et pourquoi pas une nouvelle commission d'enquête sénatoriale vraiment sur la question de Matignon? Ça, c'est possible au moins théoriquement. C'est théoriquement possible, encore faudrait-il que le bureau évidemment décide, mais par ailleurs c'est tellement lié au reste de la procédure et du dossier que ça me paraît en réalité avoir peu de possibilités de se réaliser. Ce qui est certain, c'est que dans cette affaire-là, le trouble est désormais total, que l'inquiétude de choses qu'on nous a cachées ou pas tout dit, ça paraît une évidence, et que nous sommes dans une situation où véritablement on a besoin de cette vérité pour apaiser la situation et redonner naturellement aux plus hautes autorités de l'État la crédibilité qu'elles doivent avoir, qui est très entachée avec cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aveu d'impuissance pour les sénateurs face à toutes les ramifications de cette affaire? Finalement, vous dites aujourd'hui c'est vraiment à la justice de se saisir de l'ensemble de cette affaire. Non, il n'y a pas d'aveu d'impuissance. Il faudrait regarder sur le plan juridique comment nous pourrions continuer pour le faire dans les règles, c'est important. On a vu qu'il y a eu tellement de mensonges tout au long de cette commission d'enquête, comment arriver à la vérité Effectivement, le mensonge est présent, on le sent présent partout. La question maintenant, c'est que probablement une autorité judiciaire avec une instruction devrait être ouverte, me semble-t-il, dans cette affaire-là, me paraît à titre personnel utile. Si le Parlement peut encore avancer, faisons-le, trouvons les moyens de le faire, mais l'affaire prend de telles proportions qu'on peut s'interroger véritablement sur le simple rôle du Parlement. Il faut aussi peut-être que l'institution judiciaire saisisse de ce dossier. Merci beaucoup François. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. On retourne dans l'hémicycle où se poursuit l'examen de la loi Pacte et on parle égalité salariale entre les femmes et les hommes. Alexandre Poussard ce soir. Oui Delphine, ce projet de loi Pacte prévoit des mesures pour renforcer l'équilibre homme-femme à la tête des entreprises. Par exemple, une mesure qui oblige que tout poste de direction soit ouvert à la candidature d'au moins une femme. Cette mesure a été supprimée par la commission spéciale du Sénat, puis rétablie cet après-midi en séance avec un amendement La République En Marche et un amendement socialiste. Et la gauche du Sénat, dans ce débat, a notamment proposé que les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale homme-femme soient taxées. Écoutez la sénatrice communiste Laurence Cohen. Ça fait des années qu'il y a des lois sur l'égalité professionnelle, qu'on est en 2018 et que là, on a affaire quand même, mes chers collègues, j'attire votre attention, nous qui sommes des législateurs, on a affaire à des entreprises qui ne respectent pas la loi. Et là, nous ne demandons pas une pénalité supplémentaire, monsieur le ministre. On dit, puisqu'elles sont contrevenantes de la loi, eh bien, on ne va pas les exonérer de cotisations. On n'est pas sur une pénalité. Ça me semble quand même, enfin, le b.a.-ba de pouvoir, à un moment donné où une entreprise, comme d'ailleurs un citoyen ou une citoyenne est hors la loi, de ne pas en rajouter dans finalement quelque chose qui va les favoriser alors qu'elles sont contrevenantes. Vous savez, en politique, c'est comme en amour, il faut des preuves.
Alors, cette proposition n'a pas été retenue par le Sénat et notez que sur la question de l'équilibre homme-femme à la tête des entreprises, il y a eu un recul du Sénat puisque le Sénat a supprimé une mesure qui prévoyait d'annuler toute décision d'un conseil d'administration qui ne respecterait pas les règles de l'équilibre homme-femme à la tête des entreprises. La droite sénatoriale a jugé disproportionnée cette mesure et notez que c'est la fin de l'examen des articles de ce projet de loi Pacte. Les sénateurs ont examiné plus de 800 amendements en 2 semaines. Le vote solennel sur l'ensemble du texte aura lieu mardi prochain. Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Public Sénat.